Bonjour à tous et à toutes, et donc bienvenue pour pour ce webinaire, ce retour de chantier, pardon, numéro 3 de l'année 2022, où après avoir parlé robotique lors du précédent webinaire, on va parler d'intelligence artificielle cette fois-ci. Donc du coup, on a quelques partenaires que je vais remercier et qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux comment l'intelligence artificielle agit déjà pour la construction et pour le bâtiment. Donc on a un fonctionnement aujourd'hui qui va nous amener à parler intelligence artificielle avec une première intervenante, Claire Guidi, pour la Fédération française du bâtiment, qui nous expliquera un petit peu qu'est-ce que l'intelligence artificielle dans le cadre du bâtiment, encore une fois de façon très concrète. Ensuite, on abordera 3 cas pratiques avec des entreprises donc, qui sont Acantas, EasyBTP et BuildBot, donc qui nous présenteront leurs solutions où on voit très clairement là aussi l'intelligence artificielle au service donc, de la filière. Et puis, il y aura une petite parenthèse pour introduire notamment le sujet autour d'Acantas, une petite parenthèse donc avec 2-3 éléments préparés par Isabelle Lecourt de la Fédé Occitanie sur la logique de transition écologique et justement pour introduire la solution présentée par Acantas sur ce sujet-là. Donc, merci déjà à tous les participants et à ceux qui nous ont préparé des éléments comme Isabelle, voilà, de nous avoir préparé ça comme il faut pour avoir quelque chose de très concret et de très interactif dans la mesure où nous aurons, après les présentations, la possibilité d'échanger, voilà, de pouvoir répondre à vos questions ou peut-être d'identifier des problématiques que vous pourriez avoir aussi sur votre quotidien, dans votre quotidien et qui pourraient être traitées par de l'IA, pourquoi pas. Donc l'objectif, c'est encore une fois de finir avec des échanges et des interactions entre nous. L'objectif également, comme d'habitude, c'est d'essayer de tenir notre timing d'1 heure. Donc j'essaierai d'être vigilant en tant que maître du temps pour qu'effectivement on soit dans les clous, sachant qu'on peut se laisser quelques minutes de rab s'il y a besoin de discuter. Et donc voilà, sans plus attendre, je serais tenté de dire, on va commencer. On va pas faire de grands cours théoriques sur l'intelligence artificielle, mais on va plutôt aller du côté de l'intelligence artificielle dans le cadre de la construction et du bâtiment. Et je vais demander dans un premier temps donc à Claire de prendre la main avec une petite présentation pour expliquer un petit peu ce que c'est que l'IA concrètement pour le bâtiment aujourd'hui. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Bâtisseurs de Futur pour cette initiative et pour votre invitation. Donc, j'ai la lourde tâche de commencer et il m'a été demandé quand même de préciser quelques éléments sur l'IA. Donc, je vous propose de faire les choses en 3 temps. Dire IA, de quoi parle-t-on? Alors, s'il y a des spécialistes d'intelligence artificielle, vous excuserez mes raccourcis, mais pour l'exercice, il est important de donner 2-3 clés de lecture pour celles et ceux qui se disent encore mais l'IA, ça concerne pas le bâtiment, donc on va voir que c'est en fait déjà là. On va faire un focus effectivement sur IA et bâtiment, en quoi ça nous concerne, et puis quelques mots sur les travaux de la FFB initiés en 2018 sur ce sujet. Donc, l'IA, de quoi parle-t-on? Déjà dire que c'est pas un sujet nouveau, qu'en fait c'est un terme qui est né dans les années 50. Alors j'ai pas le temps de détailler ici, mais c'est vrai que là on voit beaucoup d'articles de presse parler d'intelligence artificielle, tous les secteurs d'activité s'y mettent, mais en réalité ces technologies sont nées dans les années 50. Il y a eu des moments d'accélération, des moments plus difficiles, et aujourd'hui c'est vrai que c'est un sujet dont on parle pour 3 raisons, parce qu'il y a eu de fortes accélérations, notamment depuis une dizaine d'années, pour 3 raisons. C'est ce qu'on appelle en fait les 3 V. Vitesse, parce qu'il y a une plus grande puissance de calcul des ordinateurs. Volume, parce qu'il y a un accroissement du nombre de données. Il ne faut pas oublier que la donnée, c'est le carburant de l'IA, et il ne faut pas se dire que c'est que le texte ou la vidéo qui alimente l'IA. Il peut y avoir tout un panel de données, le bruit, les vibrations, etc., qui peuvent être aussi analysées. Et puis la variété, c'est-à-dire une capacité à gérer en fait différents types de supports. Il y a eu en effet un tournant dans les années 2010 avec, vous en avez peut-être entendu parler, le
calculateur Watson d'IBM qui a gagné au jeu américain Jeopardy, qui serait un peu notre question pour un champion. Et puis en 2017, Google avec DeepMind qui développe un programme AlphaGo qui l'emporte sur l'un des meilleurs joueurs de Go du monde. Ensuite, c'est vrai que l'IA, le mot en fait porte très très mal son nom puisqu'on parle d'intelligence artificielle. En réalité, une IA n'est pas intelligente. Hein, le terme crée vraiment de la confusion. Une IA, en fait, ne sait répondre qu'à une tâche et elle n'a aucune compréhension de la tâche qui est assignée. La force par rapport aux humains, c'est qu'elle a une très, très grande capacité d'apprentissage. Donc ça, c'est vrai qu'elle peut voir des millions et des milliards de photos, ce que effectivement un humain ne verra peut-être pas sur un thème donné. Donc ça, c'est sa force. Mais en revanche, l'IA, à ce jour, on est peut-être que dans 30 ans ou 20 ou 50 ans, une IA pourra aller plus loin, mais aujourd'hui, en tout cas, les spécialistes expliquent que l'IA n'a pas de compréhension de la tâche et que la connaissance métier, et j'espère que cela rassure aussi les acteurs du bâtiment qui s'interrogent sur leur utilité en utilisant ces différents outils, la connaissance métier, et je crois que c'est vrai dans tous les secteurs, est essentielle, fondamentale. C'est important de le dire. Et nous, on dit à la FFB, l'IA, c'est un outil de la caisse à outils. Et donc, à ce titre-là, le bâtiment est concerné. Il n'y a pas de raison que notre secteur ne soit pas concerné. D'autant plus que les avancées en matière d'IA sont concrètes et qu'en réalité, l'intelligence artificielle, on la voit effectivement comme un outil d'aide à la décision. J'ai mis ici, juste pour vous montrer un plan, il y a quelques années, on utilisait encore des plans papier. Aujourd'hui, vous utilisez des applis qui vous donnent une diversité de solutions pour vous rendre d'un point A à un point B. On peut faire un parallèle avec l'IA. L'IA pour le bâtiment, c'est aussi cet outil d'aide à la décision qui va vous donner un certain nombre d'options possibles pour différents sujets que vous aurez à traiter. Par ailleurs, l'IA, c'est des outils qui existent déjà par rapport à la vision. On parle beaucoup des images, des analyses d'images, visage, biométrie, etc. Là, il y a quelques photos qui sont présentes ici. Et donc, ça, c'est vraiment tiré de ce que je vous présente et je vous invite, si vous êtes curieux justement sur les questions d'intelligence artificielle, de regarder ce qu'écrit Olivier Ezrati sur les usages de l'intelligence artificielle. Ces photos sont prises directement de son bouquin qui publie un peu tous les ans. Et en fait, ce que montre Olivier Ezrati, c'est vraiment tous les usages potentiels dans les différents métiers et à travers les différents supports. Donc, en vision, il y a déjà énormément de choses qui sont faites. Dans le médical, on en parle pour les radiologues. Et il n'y a pas de raison, encore une fois, que ça ne serve pas les métiers du bâtiment. D'autres usages, évidemment, en utilisant le langage. Vous allez voir peut-être avec d'autres applications comment le langage peut aussi être utilisé pour faire un certain nombre de tâches qui nous paraissaient peut-être chronophages, difficiles à faire, etc. Donc, c'est vraiment à ce titre-là que ce sont des outils qui sont utiles pour gagner du temps. Donc, tous les jours, on a des articles de presse sur à quoi sert l'IA, la ville de Singapour avec le CNRS, l'IA qui pilote une borne interactive sans la toucher, etc., etc., les lunettes connectées, les chaussures connectées. Il y a un certain nombre de choses. Alors, certains parlent beaucoup d'IA sans vraiment l'utiliser parce qu'ils ont besoin de données, mais néanmoins, on voit tous les potentiels qu'offrent ces technologies-là. Alors, quelques illustrations pour le bâtiment. Parce qu'on dit, mais est-ce que ça existe déjà? Oui, et ça commence à exister. Et évidemment, les intervenants d'après le montreront encore plus concrètement que moi. Mais aujourd'hui, par exemple, on voit des cas où sur des bâtiments historiques, vous avez des pierres avec des joints. Avant, il fallait mettre un échafaudage, faire prendre des risques peut-être aux compagnons, souvent dans des centres anciens où c'est très compliqué de mettre des échafaudages. Et là, vous avez en fait une IA qui a été entraînée à regarder des pierres, des joints, voir effectivement celles qui étaient défectueuses, les joints qu'il fallait refaire. Et tout ça, en fait, grâce à un drone et une caméra. Et le compagnon, du coup, plutôt que d'aller sur cet échafaudage en prenant beaucoup de temps, il est derrière son ordinateur et sa valeur ajoutée est vraiment sur de l'analyse d'images avec une IA qui l'aura aidé déjà à identifier les endroits où il y avait des problèmes et peut-être des pierres ou des joints à changer. Donc ça commence à exister. Il y a un grand groupe qui le fait et c'est un outil fort utile parce que pour le coup, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent et vous gagnez en sécurité.
Autre exemple de la reconnaissance vocale, certains d'entre vous utilisent peut-être déjà ça sur leur smartphone et permettent de rédiger des comptes rendus en direct sur les chantiers. Alors évidemment, il faut travailler sur tout le vocabulaire bâtiment, ce qui n'est pas simple, mais on peut imaginer qu'une IA ait été entraînée et que demain, quelqu'un sur un chantier a des gants ou a les mains prises, etc., et qu'il puisse donner une consigne à la voix. Ça peut aussi être utile. Analyse d'images aussi, on a vu certains qui essayaient de regarder en fait sur l'avancement des chantiers, avoir en fait une caméra qui permet de voir la progression du chantier et peut-être de faire des alertes à travers peut-être des plannings qui auront été analysés, s'il y a des retards possibles, s'il y a des choses qui vont bien, qui vont moins bien, et donc avoir aussi un moyen, je disais tout à l'heure, d'outils d'aide à la décision, donc de pouvoir éclairer en fait sur des choses qu'on verrait soit pas à l'œil nu, soit qu'on laisserait passer. Là, il y aurait une machine qui pourrait aider le chef d'entreprise à dire attention, ça avance pas assez vite, ou là il y a du retard sur cette phase de chantier. Je pense notamment aux gros chantiers, ou alors faire des autocontrôles sur des murs qui seraient montés avec des images qui auraient été pré-renseignées grâce à une IA et qui permettraient de voir là attention, il y a une possible fissure, là il y a un défaut de qualité qui commence à apparaître, et c'est cet enjeu-là en fait qu'on voit pour les chefs d'entreprise. Alors, je disais tout à l'heure, l'IA sans données, ça fonctionne pas. Et c'est vrai que, alors, certains vont dire, mais oui, on n'a pas besoin de beaucoup de données, etc. C'est vrai dans certains cas. Néanmoins, on se rend compte que nous, on est quand même dans un secteur très atomisé. Je rappelle que dans le bâtiment, il y a 400 000 boîtes et qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites entreprises, et de TPE, PME, que c'est pas la culture forcément de la mutualisation, et que pour essayer d'avancer sur un certain nombre de projets, on aura besoin sans doute de passer par des mutualisations. Et on le voit bien d'ailleurs, les agriculteurs ont là-dessus un temps d'avance, puisque les agriculteurs sont en train de s'organiser pour justement essayer d'avoir un certain nombre de données partagées, ou de travailler sur des systèmes de consentement pour partager les données. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, ça, c'est vrai que c'est peut-être aussi un changement de culture sans doute dans le secteur qui commence à arriver, qui va peut-être s'accélérer avec ces technologies-là. Et c'est vrai que ça, c'est un enjeu extrêmement fort qu'on regarde voilà, au niveau de la fédération. Donc, pour finir, quelques mots sur les travaux de la Fédération française du bâtiment. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a démarré nos travaux en 2018. Les travaux ont démarré parce que quand Cédric Villani, député, a sorti un rapport sur l'intelligence artificielle, il a cité un certain nombre de secteurs clés, des secteurs prioritaires, et le bâtiment y était pas, et on s'est dit, c'est pas normal, on est un secteur qui compte, à la fois dans le PIB, à la fois en termes de salariés, et finalement, on nous met jamais dans les radars de l'innovation. Donc, autant se saisir nous-mêmes de ces sujets-là. Et donc, on a fait un certain nombre d'auditions pour essayer de comprendre comment ces technologies pouvaient être utiles aussi à la profession. Et on a essayé de faire des pas de côté aussi, de temps en temps de regarder ce qui se passait dans d'autres secteurs d'activité pour voir comment ça pouvait aussi toucher nos propres métiers. Et donc aujourd'hui, le groupe est présidé par Cécile Mazot, par une chef d'entreprise. Il y a une majorité de chefs d'entreprise qui représentent différents métiers, évidemment, des électriciens, chauffagistes, gros œuvres, etc. Différents territoires et aussi différents types d'entreprises représentées. Il y a aussi avec nous des artisans, et c'est important parce que leur regard est extrêmement précieux. Et puis, donc, on essaye aujourd'hui encore de faire de la veille. C'est extrêmement important parce que les choses vont vite. Donc, on continue à organiser des auditions d'experts, de start-up, d'entreprises d'autres secteurs aussi pour nous éclairer sur leurs propres activités. Et puis, on travaille aussi sur la définition de cas d'application. Et donc, on a essayé de travailler sur la partie notamment des déchets. Avec Acantas, vous allez en parler aussi concrètement. Et effectivement, de se dire, les déchets, il y a un vrai enjeu aujourd'hui avec la nouvelle réglementation, à la fois de volumétrie, de réemploi, d'éviter les erreurs de tri. Donc, il y a pas mal de choses en fait qui pourraient, sur lesquelles une intelligence artificielle entraînée pourrait effectivement nous aider. Et puis, évidemment, il y a le gros sujet du chantier, où là, il y a sans doute des pistes à creuser
sur en fait l'organisation, l'aspect logistique, la question des tâches et du tuilage. Enfin bon, alors vous allez me dire c'est de l'organisation, oui, mais on pourrait peut-être aller plus loin et c'est ce qu'on essaye en train de regarder comment ces technologies-là peuvent encore une fois permettre de gagner en performance, en rentabilité, parce qu'on est un secteur à faible marge, avec 2 ou 3% pour les chefs d'entreprise, et c'est vrai que du coup ces sujets-là sont extrêmement importants. Voilà. Donc pour nous, je finis là-dessus, il y a quelques défis quand même qui concernent toute la filière. Il faut être pragmatique, c'est comme ça qu'on commence avec des cas concrets, des cas d'usage, et ensuite ça se développera. Je crois qu'il faut aussi parfois, et notamment on le voit sur les données, savoir se décentrer et savoir un petit peu regarder, sortir de ses zones de confort. Il faut aussi, nous, on considère qu'effectivement, il faut considérer l'IA comme une opportunité de marché. Les entreprises innovent tous les jours et donc, effectivement, pourquoi pas avec ces nouvelles technologies en faire un axe d'attractivité parce qu'effectivement, pour attirer aussi dans nos secteurs, changer un peu l'image, ces technologies participent aussi à la transformation, à la fois des images, mais aussi surtout des métiers. Et puis, on en parle aussi beaucoup pour d'autres secteurs et pourquoi pas dans le bâtiment. Certes, ce sont des métiers de la main, on le dit beaucoup, mais il y a aussi derrière ces activités une notion de service. Et sans doute que ces technologies permettent aussi d'apporter de nouveaux services. Et c'est vrai que là, on voit des transformations avant que d'autres acteurs ne s'en saisissent. Et puis, je parlais évidemment de la rentabilité des process. Ça, c'est une clé importante vu les marges. Et puis aussi, dans un monde où effectivement il y a un peu un combat Chine-États-Unis sur ces sujets technologiques, l'Union européenne trace une troisième voie. Et c'est vrai, il est important aussi que, avant que la disruption arrive d'un côté ou de l'autre de l'océan, on se dise que nous aussi, on peut faire évoluer les métiers avant que d'autres s'en saisissent. Donc voilà, donc pour aller plus loin, vous avez le rapport de la FFB publié en 2019, un numéro de constructif, la revue en fait de débat de la FFB qui a été publiée aussi voilà sur le thème de l'intelligence artificielle, une chronique de la présidente du groupe de travail et puis on pourra mettre en ligne aussi une petite vidéo de 2 minutes sur le thème intelligence artificielle et bâtiment. Voilà pour moi. S'il y a des questions, évidemment, je suis à votre disposition. Je ne sais pas si c'est maintenant ou plus tard. Plutôt en fin de webinaire, effectivement, pour essayer de regrouper toutes les questions en même temps et de gérer effectivement le timing. Merci beaucoup en tout cas pour ces illustrations pardon, très concrètes. Et ce que j'aime bien, Philippe, je vois Philippe Roussel qui est là, c'est qu'on voit pas mal de parallèles aussi avec la robotique et le dernier webinaire qu'on avait fait sur à la fois ce que ça peut apporter à la filière de façon très pragmatique et très concrète, mais aussi sur l'attractivité par rapport au métier, sur la vraie évolution finalement qui est en train de vivre la filière avec ces nouvelles technologies, que ce soit l'IA, la robotique, etc. Et comme vous le disiez également, ce qui est très intéressant, c'est aussi de se dire qu'il faut que ça ait un intérêt concret dans le quotidien pour les entreprises de la filière et donc du bâtiment. Et donc, je vous propose de passer tout de suite sur une des premières applications, j'allais dire concrètes, qui nous permettra de voir un petit peu en quoi déjà l'IA peut servir au quotidien dans les entreprises du bâtiment. Donc, vous avez parlé déjà un petit peu, Claire, de la transition écologique et de la gestion des déchets. Donc, je mets volontairement les coordonnées d'Isabelle, donc qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est notre chef de mission transition écologique là, sur la Fédé Occitanie, et qui du coup est votre interlocutrice sur cette question des gestions des déchets, et qui nous a préparé ces quelques éléments chiffrés sur lesquels je ne vais pas revenir tous, sur lesquels je vais pas revenir en détail, pour tous en tout cas, mais effectivement de montrer qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui autour de la gestion des déchets dans le secteur du bâtiment. Et notamment, un des chiffres principaux que je retiens ici, c'est sur le fait de faire de ces déchets un gisement de ressources. Et c'est ça qui est important dans la façon dont on va justement engendrer la gestion du tri et la valorisation des déchets. Et donc, du coup, il y a un vrai enjeu autour de ça, déjà en termes d'impact écologique, mais également réglementaire, dans la mesure où on a aujourd'hui une réglementation qui évolue sur cette logique un petit peu de pollueur-payeur également, avec des sanctions qui commencent à être de plus en plus importantes, et sur cette notion de responsabilité élargie producteur, la fameuse REP que vous voyez, donc qui va se développer sur l'année 2023. Maintenant, au-delà de ces règles, de cette volonté de vouloir faire les choses un peu mieux, encore faut-il être capable techniquement d'améliorer justement sa gestion des déchets et de faciliter son quotidien autour de cette gestion des déchets. Et donc, du coup, l'objectif, c'était d'aller très clairement sur un exemple du coup concret qui est celui d'Acantas, qui est une solution d'IA justement qui permet d'optimiser la gestion des déchets des professionnels en général, mais donc y compris dans le bâtiment.
Et donc là, je vais laisser Viviana prendre la parole cette fois-ci pour une petite dizaine de minutes également et pour nous expliquer ce que c'est concrètement qu'Acantas et en quoi justement elle facilite le quotidien des entreprises du bâtiment, mais aussi de l'industrie en général. Donc, bon, voilà. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. Et je suis vraiment très contente, du coup, de pouvoir aujourd'hui participer à ces webinaires et parler justement de la gestion des déchets professionnels qu'on appelle les 4.0, puisque justement, on utilise l'intelligence artificielle, un outil qui constitue quelque chose de propulseur d'efficacité et de durabilité sur cette activité que voilà, on voit des fois comme quelque chose de secondaire, mais c'est normal parce que dans les bâtiments, on est là pour construire et pas pour s'occuper autant des déchets, mais c'est vraiment un aspect qui est important à prendre en compte. Et donc, pendant cette présentation, je vais tout d'abord parler un petit peu d'Acantas, de sa mission, suivi un petit peu le contexte de la gestion des déchets, comment on fait aujourd'hui, ensuite des challenges, des enjeux qu'on a sur cette activité, et finalement comment au travers de la solution Acantas qui utilise l'IA, on aide les entreprises justement à optimiser la gestion de leurs déchets. Et donc, Acantas a été créé avec une mission qui est d'optimiser la gestion des déchets à la source pour orchestrer la valorisation des 100% des déchets. Et c'est parce que, bien évidemment, en optimisant à la source, on peut garantir justement que ces déchets puissent être profités au maximum et qu'ils constituent finalement des matériaux et des ressources de demain, comme le disait tout à l'heure Fred. Et justement, notre intérêt, c'est vraiment d'agir à la source. Et chez Acantas, on s'occupe, on se focalise principalement sur les déchets qui viennent de l'industrie. Parce que l'industrie génère beaucoup de déchets, malheureusement. Ou pas malheureusement, parce que finalement, c'est les ressources les plus nobles, viennent du segment industriel et on peut vraiment profiter beaucoup. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on parle de plus de 50 000 tonnes par minute qui sont générées par les segments industriels, y compris la construction qui génère plus de 90% de la chiffre que je viens d'annoncer. Et c'est une chiffre qui est quand même assez conséquent. Donc, c'est équivalent à 18 piscines olympiques. Donc, c'est beaucoup. Et le problème, c'est que la plupart de ces tonnages qui est généré, qui est noble, comme je viens de le dire, est géré de manière un peu inefficace. Et ça va amener à la fois des contraintes environnementales, des contraintes économiques et des contraintes opérationnelles. Pour comprendre un petit peu quelles sont ces contraintes, il faut s'évaser un petit peu de comment on fait aujourd'hui. Donc essentiellement, aujourd'hui, sur un site industriel, sur un chantier, on a des bennes, on le sait, dans lesquelles on va disposer les déchets. Et c'est en effet au chef de chantier, au responsable des sites, au magasinier, de s'occuper de ces déchets. Ce n'est pas son activité prioritaire, mais il doit s'en occuper. Mais pour lui, cette tâche va s'avérer des fois un peu compliquée et difficile à contrôler. Par exemple, il y a des fois des dépassements de budget puisqu'on n'a pas bien anticipé dès le départ la quantité de déchets, on n'a pas bien peu dimensionné les besoins de gestion des déchets et ça fait que des fois le budget peut être multiplié jusqu'à 10. Donc c'est extrême, mais ça peut arriver, notamment dans les secteurs du TP. Ensuite, il y a les phénomènes de la surfacturation, des taxes, des sanctions, des litiges avec les prestataires. Des fois, les prestataires ils nous disent qu'il y a des déclassements, des non-conformités, des surcharges, des passages à vide. Et on n'a pas de manière de confronter cette réalité ou de même la mitiger, la corriger et anticiper pour éviter que ça se produise. Et finalement, on a aussi des risques à la fois sur les chantiers, sur des déchets qui peuvent déborder un petit peu de partout, sur la route, quand on transporte des bennes en surcharge, et qui amène aussi une empreinte carbone élevée si on n'a pas une bonne maîtrise à la source, des bons taux de tri, des bons taux de valorisation. Bien évidemment, ça va impacter l'empreinte carbone sur la gestion de ces déchets-là. Et ça, c'est le quotidien, non seulement des chantiers, mais aussi des sites industriels. Ici, vous avez quelques statistiques qui représentent ce quotidien. Il y a environ 80% des bennes qui sont collectées, qui vont être surchargées ou surchargées. La moitié qui va avoir des problèmes de tri ou une contamination qui va empêcher la correcte valorisation de ces gisements-là. Et une benne sur 15 qui ne va pas être collectée au créneau qu'on avait envisagé
d'effectuer et donc qui va apporter en effet des complications par la suite. Et justement, ça nous a amené à un certain nombre de challenges d'enjeux opérationnels et environnementaux qui peut être résumé en 3 items. Les premières, c'est que l'activité déchets finalement reste peu efficace et une source de dépenses. On ne l'imagine pas, mais l'effet de multiplier par 10 les budgets, bien sûr, sur un budget global d'un chantier, des fois on ne le voit pas trop, mais ça représente quand même de l'argent. Deuxièmement, les manques de données sur la performance environnementale. On se limite beaucoup à l'information qui peut nous rapporter les prestataires de gestion des déchets, qui est son boulot principal, donc lui il va nous apporter des données. Mais ces données, ils sont globaux. C'est un peu des fois très éloigné de la réalité terrain d'un chantier et on n'a pas moyen de pouvoir s'améliorer. Et finalement, on l'a mentionné tout à l'heure, il y a la mise en conformité réglementaire. On a en face la GEC avec sa mise en application en 2023 pour les secteurs du bâtiment avec la REP et qui impose justement une mesure, une analyse, un contrôle, un meilleur tri. Et la question, c'est comment on fait. Et justement, ce qu'on fait au sein d'Acantas, c'est répondre à tout cet ensemble des enjeux. Ce qu'on fait au sein d'Acantas, c'est de mesurer à la source les stockages des déchets et tracer leur contenant n'importe où pour pouvoir justement rendre la gestion des déchets efficace, économique et durable. Et ce que je disais aussi avant de vous perdre peut-être, c'est qu'on est capable aujourd'hui au sein des entreprises de mesurer la performance énergétique, par exemple, la consommation d'eau et d'autres services de base pour justement corriger, optimiser et prévenir des défaillances. Mais finalement, sur les déchets, on fait presque rien. Et c'est justement là où Acantas vient apporter cette mesure et cette analyse pour corriger et pour optimiser la performance opérationnelle et environnementale de l'activité déchets. Et ça va avoir énormément de bénéfices. Des bénéfices comme par exemple la diminution des dépenses, puisqu'on va pouvoir collecter par exemple des bons déchets au bon moment, les contrôles et l'automatisation, comme on parlait tout à l'heure, des tâches qui des fois peuvent être non valorisantes, on va pouvoir automatiser ces tâches-là. Et aussi réduire l'empreinte carbone, qui est, disons, l'effet ultime et très positif autour du côté environnemental. Et ça, on va les faire au travers, chez Acantas, d'un logiciel et un hardware qui sont tous les deux basés sur l'IA, qui vont finalement monitorer et analyser de manière automatisée les déchets industriels. Et donc, on a 3 éléments dans cette technologie globale. La première, c'est la mesure. On va mesurer des aspects comme les remplissages des conteneurs, les erreurs de tri, les typologies des déchets qui sont positionnés dans une benne, par exemple. Et ces mesures vont nous servir pour contrôler et assurer la traçabilité, mais aussi pour optimiser et prédire la quantité de déchets et pour optimiser l'activité dans le sens large de cette gestion des déchets. Et donc, pour faire ça, concrètement, ce qu'on fait, c'est de mettre en place sur les terrains des capteurs d'images intelligents. Donc là, vous voyez un peu dans l'image à quoi ça ressemble ces capteurs. C'est un capteur qui est entièrement autonome. Il utilise un petit panneau solaire et il utilise une carte SIM comme celle qu'on utilise dans les téléphones pour communiquer et envoyer des informations. Et donc, lui, dans l'image, vous voyez ici une zone où il y a des bennes et les capteurs qui regardent en hauteur les contenus des bennes. Donc, ces capteurs, ils vont prendre des photos de manière cadencée de l'activité, de la zone déchet. Et ces photos, elles vont respecter la réglementation RGPD, la protection des données personnelles, en flottant de manière automatisée tout l'extérieur qui n'est pas essentiel à l'activité déchets. On se concentre essentiellement sur les déchets, sur les erreurs de tri, sur tout ce qui est mis dans la benne uniquement. Et ensuite, ces informations, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir les traiter, ces images, avec de l'intelligence artificielle. Donc, on utilise de l'intelligence artificielle, du traitement d'images et du machine learning aussi, pour en extraire des informations clés, comme par exemple les niveaux de remplissage, les erreurs de tri, vous le voyez un peu dans l'animation, la caractérisation des différents matériaux, par exemple des prévisions aussi sur des moments importants pour déclencher la collecte. Et ces informations qu'on mesure, on va les mettre en valeur. On va les mettre en valeur au travers des chiffres clés, des recommandations et finalement, on va permettre aux opérationnels sur les terrains de mieux piloter et par exemple, un responsable HSE aussi d'avoir des indicateurs de performance clés sur l'activité environnementale. Et ça, finalement, constitue une aide à la prise de décision autour de l'activité déchets. Donc, ces chiffres clés, par exemple, je vous donne quelques exemples de ces chiffres clés.
concerne avoir des données précises sur la quantité de déchets qui s'est produit en temps réel sur les chantiers et sur les différents corps d'état du chantier. Ensuite, on a aussi la possibilité de visualiser des alertes, des anomalies. Sur les terrains, est alerté comme quoi la veine, il faut la collecter maintenant et pas attendre 2 jours. Savoir que peut-être il y a déjà trop d'anomalies, on va se faire en fait déclasser la veine et pouvoir corriger. La possibilité aussi de visualiser plusieurs sites en même temps, savoir quelle est la performance qu'on a actuellement sur ces sites-là. La possibilité, en effet, de monitorer les remplissages et vérifier les contenus. Si les prestataires, ils nous disent, en fait, vous êtes déclassé, bon, voilà, pouvoir vérifier quel est ce déclassement, pourquoi, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour corriger et éviter que ça se reproduise à nouveau. Aussi, par exemple, avoir des prévisions d'activité sur les moments opportuns pour déclencher la collecte. Et finalement, avoir aussi des analyses sur l'activité, des historiques qu'on va venir analyser pour avoir des indicateurs clés et des recommandations pour améliorer l'activité. Et donc, ces informations qu'on visualise. Je te laisse conclure, Viviana, pour pas trop exploser ta technique. Je sais qu'il y a eu quelques petits soucis techniques, mais ouais, je te laisse conclure peut-être pour qu'on passe aux autres affaires. Oui, tout à fait. J'ai fini bientôt. Et donc, ces données, finalement, ces données à haute valeur ajoutée, on peut les visualiser soit sur un tableau de bord web qui est disponible partout et à tout moment, ou soit sur un reporting ciblé que vous pouvez avoir sur vos mails à une cadence adaptée. Et pour illustrer, là j'ai fini avec cet exemple-là, la réelle valeur ajoutée de la solution Acantas. Là, on prend ici un exemple d'un de nos clients qui est Alfi Technologies, un constructeur des matériaux, un fabricant de matériaux, pardon, qui a mis en place la solution Acantas et qui a réussi à optimiser la gestion de ses déchets en réduisant de 30% les collectes en sous-charge, c'est-à-dire que cette entreprise a suranticipé trop les déclenchements de la collecte et ces bennes partaient avec un tonnage très 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 faible. Et cette entreprise a réussi aussi à réduire de 70% les déchets en mélange partant en enfouissement. Aujourd'hui, ces déchets partent dans des bonnes filières de valorisation. Et ça a un impact à la fois économique. Alfi, aujourd'hui, économise 1 100 € par conteneur et par an, qui correspondent à 30% d'économie sur la facture, mais aussi sur la partie environnementale. Il a réussi à gagner des points sur les labels EcoVadis et à réduire ses émissions de CO2 de 8 ans par an. Donc, on voit vraiment qu'en agissant à la source, on arrive à impacter sur la valorisation, sur les tri, sur l'opérationnel. Et c'est justement tout l'intérêt d'Acantas de vous aider à agir sur l'activité déchets. Merci beaucoup. Et voilà, désolée pour les petites soucis techniques et on répondra aux questions plus tard. Ça marche. Merci beaucoup. Je vais du coup accélérer dans ma transition également et on va passer directement à toi, Florian. Donc, du coup, là, on a vu dans un premier temps du pragmatisme dans une logique de gestion des déchets et comme le disait Claire tout à l'heure, une logique vraiment d'aide à la décision. Un autre élément de pragmatisme, finalement, Florian, si tu peux commencer peut-être à projeter ton diaporama, c'est sur l'utilisation de la voix cette fois-ci. Et c'est dans le quotidien aussi du chantier où on n'a pas toujours les mains disponibles, où on a besoin de nouvelles technologies aussi pour peut-être gérer différemment ces chantiers, commander différemment ces matières premières aussi, pourquoi pas, ou travailler avec ses prestataires. Du coup, Michel, je te laisse parler de BuildBot et de sa solution de génération de plans. On a développé une solution qui permet de générer des plans de biens à partir de l'expression des besoins des porteurs de projets. L'idée à la base, c'est Maxime, mon associé, qui est connecté aujourd'hui, qui était à l'origine de l'innovation. Il vient du secteur de la construction puisqu'il a une formation d'économiste de la construction. Et il était confronté à des problématiques de tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Il cherchait un moyen d'automatiser ces tâches. Et en fait, il s'est rendu compte qu'en s'intéressant à certains travaux, qu'il y avait des possibilités d'action sur la partie génération de plans et notamment, nous, on est parti pour l'instant sur la partie sur le secteur de la construction de maisons individuelles parce que selon notre constat, il y a une expérience utilisateur qui est assez complexe où des porteurs de projets vont se retrouver face à une multitude d'intervenants, une multitude de questions à gérer et notamment la question de plans. Moi, je l'ai expérimenté dans mon entourage avec des personnes qui voulaient construire des maisons mais qui ne savaient pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il fallait faire.
Qu'est-ce qu'il fallait? Est-ce qu'il fallait plutôt commencer à réfléchir à des plans, mais ouais, mais il n'y en a pas de terrain. Enfin, voilà, il y a tout un parcours qui était complexe et et qui est un petit peu, qui est certainement générateur de frustration, ça on en est conscient. Et surtout, un autre point qui est important pour nous, c'était aussi de permettre aux gens de ne plus se retrouver à faire des choix de projet final qui est une somme de concessions et leur permettre d'avoir vraiment des maisons qui leur ressemblent. Parce que, enfin, ça c'est notre opinion, autant à Maxime qu'à moi. On est, on n'est pas déçu des grands fans vous savez, des nouveaux quartiers, des lotissements où il y a des maisons qui se ressemblent toutes et qui ressemblent plutôt à des déserts architecturaux. Donc, on ne dit pas de faire de faire des productions dignes de Frank Lloyd Wright ou de Oscar Niemeyer, mais c'est l'idée d'avoir des maisons un peu plus avec un peu plus de caractère et de personnalité. Donc, notre solution, attendez, hop, voilà. Donc, l'idée de la solution, c'est d'apporter une réponse simple et automatisée à ce process, où les gens vont pouvoir générer un plan de base de la maison, où ils vont décrire leurs besoins. Donc, ils vont décrire tout un ensemble d'informations du type superficie, nombre de pièces et nombre de chambres, le budget souhaité, la géolocalisation, la performance environnementale souhaitée. On va pouvoir aussi rajouter, pourquoi pas, des notions de style de maison, si on veut une maison plutôt traditionnelle, une maison plutôt moderne, plutôt contemporaine. On est aussi on est en contact avec une structure pour pouvoir intégrer notamment la prise en compte de la spécificité topographique du terrain en fonction de si les personnes ont déjà trouvé la parcelle et en communiquant le numéro de parcelle, on va pouvoir prendre aussi en compte la spécificité du terrain, puisque depuis plus d'un an, la base de données ALTI de l'hygiène est en open data, et donc on va pouvoir aller récupérer ces données-là à partir d'une parcelle donnée, pour prendre en compte aussi cette question-là. Donc toutes ces informations vont être envoyées vers le solver, donc qui est une solution qui fonctionne sur de la programmation par contrainte. Donc en fait, on va tout simplement confronter les besoins et les demandes des porteurs de projets à tout un ensemble de contraintes qui peuvent être, où on va reprendre toutes les contraintes techniques, les contraintes environnementales, les contraintes légales. Donc là, on a un gros challenge, c'est d'aller récupérer les données des PLU. C'est le plus complexe à l'heure actuelle, mais on est en train de travailler sur des solutions. Et donc, la solution va permettre de générer tout d'abord le plan, l'estimation tarifaire aussi, parce qu'on va le voir, parce que comme la génération va pouvoir calculer les quantités, et donc on va pouvoir avoir une estimation du coût de construction de la maison. Ce qui derrière va nous permettre notamment de proposer en plus un service, on va pouvoir déjà faire du pré-remplissage de pas mal d'éléments du permis de construire. Et surtout, nous, c'est une chose sur laquelle on tient, c'est une mise en relation en sortie de parcours vers des artisans que justement nous on se propose aussi de valider. C'est-à-dire que nous on sera à la rigueur en sortie, on va s'assurer que les artisans avec qui on met en relation les personnes sont des artisans sérieux qui ont bien toutes les assurances nécessaires, qui ont bien toutes les certifications dont ils se prévalent et ainsi de suite. Et donc du coup en sortie, on va pouvoir permettre la mise en construction du bien avec mise en relation donc des porteurs de projets avec leur projet sous le bras vers des artisans. Donc comment fonctionne la solution? En fait, vous voyez là, c'est un exemple de plan qui est généré. Donc sur la gauche, vous avez un aperçu des données qui ont été données par le client. Donc là, c'est une petite maison qui a entre 50 et 60 mètres carrés avec une seule chambre. C'est avec un style de maison plutôt design. Il y a une pièce optionnelle qui est le garage. Donc il y a des options ensuite, pas de toilette dans un coin, dégagement sans mur extérieur, salon dans un coin, séparation espace jour et espace nuit. Donc on va prendre en compte de ces besoins exprimés par l'utilisateur pour générer le plan. Donc on fait une proposition de plan. Après, c'est pas un plan définitif. Mais déjà, on a le travail de base qui va permettre de visualiser un petit peu la maison et sur lesquels on va pouvoir travailler. Et surtout, ce qui est important, c'est la partie à droite aussi, avec, comme je vous le disais, on va pouvoir calculer les quantités. Et de là, à partir de là, on va pouvoir
établir un chiffrage de la construction. Alors, notre solution, on voudrait l'adresser à des particuliers, mais aussi et surtout, on veut la proposer aux artisans, aux acteurs de la construction de maisons. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on va pouvoir paramétrer, quand ils vont l'utiliser eux en interne comme outil de vente et d'interaction avec leurs clients, on va aussi pouvoir paramétrer leur grille tarifaire pour qu'il y ait que justement quand ils vont avoir un client qui vienne les rencontrer, avec qui ils vont concevoir la maison, ils vont pouvoir sortir une estimation qui va prendre en compte leurs coûts à eux, avec voilà, et ils pourront déjà à partir de là faire une estimation et voir avec les gens de manière plus claire. Voilà, vous voulez ce type de maison, mais ça va vous coûter ça. Maintenant, si vous voulez réduire le budget ou vous voulez adapter quelque chose sur la maison, ben voilà, ça va impacter automatiquement. On aura les quantités et les tarifs et l'estimation du chantier, de façon à ce que les gens puissent avoir conscience que le projet qu'ils veulent, de pouvoir mettre en parallèle la réalité de du projet qu'ils veulent faire par rapport à leurs ressources, et de bien comprendre que si on fait on rajoute telle pièce additionnelle, ça va impacter de temps le budget de construction. Donc cet outil, on veut le proposer, donc je disais, aussi bien aux particuliers pour attirer pour déjà proposer cette solution en particulier, mais aussi le proposer aux professionnels. Pourquoi? Parce que pour nous, on pense que c'est un super outil de vente. Enfin, j'en suis convaincu, car là, l'intérêt, c'est que quand vous avez un client qui va venir voir un artisan, il va y avoir ce qui va être très puissant, c'est de dire aux gens, mais écoutez, vous avez un projet de construction, eh bien, on va installez-vous, on va pour le concevoir ensemble. Et donc, nous, l'idée, ça sera de proposer la solution aussi en marque blanche pour les entreprises qui le souhaitent, qui pourront donc l'utiliser pour faire de la vente directement à leurs clients, et également pour pouvoir récupérer du client qu'on leur enverra par le biais de l'interface de mise en relation. Mais aujourd'hui, on adresse le marché de la construction de maisons individuelles, mais on est très conscient que cette solution a un intérêt pour plein d'autres secteurs de la construction. Notamment, on va pouvoir, dans le cadre de la promotion immobilière, on va pouvoir faire une génération automatique de maquettes numériques, parce que l'outil est conçu pour être plugable sur Revit, pour pouvoir faire la conception théorisée des plans, mais aussi faire la quantification, le chiffrage et le rechiffrage instantané automatique. Également, la répartition on pourra même paramétrer pour la répartition des lots par niveau. Dire, tiens, à partir de tel étage, il y aura tant de T1, tant de T2, tant de T3, et la solution va générer l'enveloppe en faisant la répartition à l'intérieur des différents lots. Donc là, vous avez un exemple donc des paramètres que peuvent rentrer en professionnel, par exemple être constructif, contrainte usine, coût de fabrication, coût de montage et poste. C'était une présentation qu'on a faite notamment pour une structure de construction qui fait la construction hors site, mais on peut très bien le proposer pour des promoteurs où on va intégrer toutes les données liées au projet de construction. Et donc, l'intérêt derrière, en conjuguant les besoins et les solutions apportées par l'outil, on va pouvoir avoir un outil d'aide à la vente, mais aussi un outil qui va surtout, là c'est important, on parlait tout à l'heure la première intervenante parlait des marges faibles, on va pouvoir faire une réduction, agir sur les coûts d'études et obtenir des réductions qui peuvent être non négligeables suivant les montants des projets. Et aussi, c'est grâce à ce outil, on va pouvoir, pourquoi pas, proposer de nouveaux produits. Notamment, on peut très bien imaginer demain un promoteur qui va faire de la vente sur plan 2.0, c'est-à-dire que on va dire les personnes auront l'enveloppe du bâtiment, ils disent je veux un T3 par exemple, et ils pourront le concevoir comme ils souhaitent en exprimant leurs besoins, et ça pourra générer le plan. Et les contraintes seront tout simplement les contraintes liées à l'enveloppe globale du bâtiment, avec bien évidemment les respects des colonnes humides, des colonnes électriques.
Donc voilà. Et donc aujourd'hui, nous, notre solution, on est alors on est en early stage, si on peut dire. On vient d'intégrer la filière PropTech d'Aura Technologies à Lille notamment. Et nous, notre ambition, c'est déjà de pouvoir, s'il y a des entreprises intéressées qui assistent aujourd'hui à la présentation, c'est aussi d'entamer des collaborations pour bien comprendre quelles sont les problématiques de chaque corps de métier, chaque secteur d'activité, pour pouvoir vraiment configurer la solution, la faire évoluer dans le sens du besoin et de faire des collaborations pour faire pourquoi pas du co-développement aussi. Donc voilà, pour le confronter déjà à la réalité du marché. Voilà. Donc j'ai dû mettre beaucoup moins. C'est pour une fois dans ma vie, j'ai pas parlé tout trop. Donc j'ai déjà Pas fini mal. ma présentation. Frédéric me connaît, il sait que je parle un peu plus d'habitude. Ah oui. On est bien parce qu'avec les petits techniques, du coup, on est super à la bourre. Donc voilà, là on est Voilà. pas mal. On va enchaîner effectivement. On va garder les questions pour après, Michel également. Et on va se dire qu'on va peut-être profiter de ce petit temps pour poser quelques questions pour ceux qui en auraient à la fois sur l'IA en général ou sur les solutions de gestion des déchets ou de génération de plans automatiques, voir les candidats justement à des, j'allais dire, des expérimentations. Hein. C'est ce que tu disais, Michel. Tu es preneur aussi d'expérimentations pour améliorer la qualité de la solution. Donc, je laisse la place à quelques questions en attendant effectivement que tu m'envoies les éléments, Florian. Ok. Par contre, vous me sauvez et posez au moins une ou deux questions, les amis. Sachant qu'il y a Maxime, mon associé, qui va pouvoir répondre aux questions beaucoup plus techniques, qui est connecté aussi. Donc n'hésitez pas. Hein. Oui, Bon. donc rebonjour à tous, Christophe Taillandier, donc je suis le directeur commercial de chez Kipsum, qui vend des solutions d'économie d'énergie. Et donc j'aurais une question pour Viviana. En fait, j'aimerais savoir si vous avez des clients industriels. Donc nous, on travaille beaucoup dans l'automobile, notamment avec Renault, Faurecia. Et des déchets, ils en ont de tous les types. Moi, j'ai passé 20 ans comme consultant dans l'industrie automobile, donc les déchets, j'ai bien vu à quoi ça correspondait dans des usines en France et à l'étranger. Est-ce que vous avez travaillé déjà avec ce type de clients? Alors, oui, aujourd'hui, en fait, pour vous expliquer, les cas d'usage qu'on a présenté, c'est justement un client d'un site industriel. Donc, lui, il produit en effet des matériaux de construction, des grandes machines, en fait. Donc, oui, on sait qu'il y a toute typologie de déchets diverses et variés, beaucoup de déchets en mélange, beaucoup de déchets bois, beaucoup de déchets de ferraille. Et donc, oui, on a la capacité, en effet, de travailler avec différents constructeurs, différents secteurs. Notre approche est vraiment sectorielle. On a la capacité à la fois de travailler aussi bien avec des chantiers, avec des sites industriels et aussi avec des collecteurs. Notamment, on a vraiment cette approche sectorielle qui, pour chacun, finalement, si on se focalise plus sur l'optimisation du tri, bon voilà, on va aller attaquer ces problèmes en particulier. Si c'est plutôt sur les transports, donc bon voilà, sur l'anticipation, la mesure de taux de remplissage. Donc oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est dans la capacité de travailler avec différents segments du côté industriel, pas uniquement avec les BTP et les TP et la Et, démolition. juste, je finirai par une petite question technique. Vous faites les grandes bennes, mais est-ce que vous êtes capable aussi de faire des poubelles simples? Parce que je vois dans l'automobile, ils ont souvent des différents types de poubelles les unes à côté des autres. C'est juste des cercles en ferraille avec des sacs plastiques qui sont systématiquement transparents pour voir à distance s'ils sont pleins ou pas. Est-ce que vous avez la capacité avec votre système de détecter justement ces types de petites poubelles, un peu comme des poubelles pour les particuliers, qu'elles soient pleines, vides ou qu'elles soient remplies correctement? Est-ce que vous pouvez aller jusque-là? Alors, l'un des caractéristiques essentielles, c'est que c'est des conteneurs ouverts. Donc, du moment où, en effet, on pense à un bac d'un particulier où il y a une couvercle et on ferme, là, en effet, notre système, il est à l'extérieur et il faut qu'on ait la capacité de visionner toute une zone avec un conteneur opaque. Hein. Forcément, des fois, on travaille aussi sur des structures en vrac, enfin, sur des zones vrac où on dépose des déchets, où on mesure de manière artificielle une zone. Et donc, dans les cas particuliers des petites poubelles, il faut qu'il soit ouvert pour qu'on puisse mesurer les Alors, choses. c'est pour ça que je Oui. précisais qu'en fait, dans l'industrie, on a souvent, en fait, c'est juste un arceau en métal.
et la poubelle en dessous est complètement transparente. C'est-à-dire que c'est un sac plastique transparent. Et donc, on voit parfaitement ce qu'il y a dedans, justement pour détecter s'il y a des problèmes de remplissage ou si les déchets sont pas triés correctement. Donc, justement, c'est une manière visuelle de le voir. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si vos caméras étaient capables, l'intelligence artificielle, de voir à travers le plastique transparent et de détecter ces déchets. Bon, après, il faut faire des expérimentations peut-être, mais je sais qu'on a pas mal de clients, chez nous, qui seraient très intéressés par ce genre de solution. Mais il faudrait aller jusque-là. Pour que ça soit vraiment intéressant, il faudrait être capable d'aller jusque dans les bâtiments et voir les poubelles à l'intérieur dans les bâtiments. Bien sûr. Si je peux compléter, techniquement, effectivement, il y a aucun problème à partir du moment où c'est transparent. C'est-à-dire que si on fait il faut partir du principe que si on prend cette photo et qu'on la montre à une personne, si la personne est capable de détecter effectivement le niveau de remplissage, nous, on arrivera à le reproduire avec l'algorithme. Par contre, effectivement, la question qui se pose sur des petits contenants, c'est est-ce que c'est pas surdimensionné, mais si effectivement il y a plusieurs petits contenants qu'on peut arriver à voir sur différentes zones, on peut effectivement expérimenter ce genre de solution et voir comment ça peut répondre à vos enjeux. Ouais. Techniquement, c'est tout à fait faisable et on a les outils pour le faire. Sur des usines de 300 mètres de long et de 100 mètres de large, dites-vous qu'il y a un maillage en gros tous les 10 mètres, avec 3 poubelles différentes. Donc, ça représente un volume de transport de personnel et d'analyse qui est énorme. Et donc, oui, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire avec nos clients à ce niveau-là. Voilà, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Il faudrait qu'on reprenne contact par la suite. Bien sûr. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci aux bâtisseurs du futur pour cette invitation. Donc, je suis Florent Geffroy, cofondateur et président de la société EasyMade AI. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois qu'on a déjà dépassé le temps. En termes de vision chez EasyMade, en fait, nous portons une vision qui consiste à développer des assistants vocaux. Alors, c'était la slide d'avant, désolé. Consiste à développer des assistants vocaux pour permettre aux entreprises de toute taille, donc TPE, PME jusqu'à la grande entreprise, de pouvoir gérer, je dirais, plus facilement l'ensemble des tâches administratives. Donc, slide suivante. Donc, notre équipe spécialisée dans une branche de l'intelligence artificielle qui s'appelle le TALN, donc pour traitement automatique du langage naturel. Et donc le TALN, pour être rapide, c'est une discipline de l'IA qui permet à l'ordinateur de comprendre le langage humain. Donc slide suivante. Donc notre mission consiste à développer des technologies vocales qui permettent à des humains de pouvoir converser soit avec une application mobile, soit au travers d'une interface web. Slide suivante. Donc un de nos partenaires qui s'appelle l'ORCAB, c'est l'organisation des coopératives d'achat des artisans du bâtiment, qui compte à peu près 7000 entrepreneurs du BTP. Et donc selon une étude qu'ils ont menée en interne, un artisan du bâtiment met en moyenne 3 semaines entre le moment où il rencontre son client ou son prospect et le moment où il envoie son devis. Donc pour ça, donc slide suivante. Donc pour répondre à cette problématique, on a développé donc EasyBTP, qui est le premier produit de l'entreprise d'EasyMade. Donc c'est le premier assistant vocal de facturation pour les artisans du BTP. Donc disponible sur application mobile iOS et Android, qu'on peut télécharger sur Apple Store et Google Play. Et on retrouve également une version web. Donc à ce jour, on a un peu plus de 350 utilisateurs et on sera prochainement distribué par Sonepar, donc qui est le leader mondial de la fourniture de matériel électrique. Donc en ce qui concerne le fonctionnement d'EasyBTP, donc l'assistant vocal comprend les intentions de l'utilisateur, comme par exemple créer un devis pour Elliot Alderson. Donc Elliot Alderson, je précise au passage que c'est mon client dans ce cas-ci. On peut également demander à l'assistant de créer une facture, d'ajouter un titre, une catégorie qui peut être matérialisée par exemple la chambre, la cuisine, la salle de bain, etc. Et ensuite, EasyBTP se charge de retranscrire de façon automatique toutes les informations dictées. Donc, il va retranscrire la désignation, donc par exemple fourniture et pose d'un mur de placo. Il va retranscrire la quantité, les unités d'œuvre, le prix au mètre carré, par exemple, ainsi que la TVA. Slide suivante. Donc là, on arrive sur une démonstration. Normalement, si ça fonctionne, donc si tu cliques dessus, je vais essayer de me coller. Ouais. Voilà, donc là, on voit les documents, donc les devis et les factures d'acompte.
Ensuite, on a la base d'articles, donc le travail que l'entrepreneur va réaliser chez son client, avec donc un prix, une TVA et une unité d'œuvre. Et ensuite, on a un onglet donc client. Donc, on va simuler la création du devis pour le client Elliot Alderson au 1 rue des Peupliers. Donc, je vais lui dire, je veux créer un devis pour Elliot Alderson. Donc, il comprend qu'il doit créer un devis pour Elliot Alderson. Ensuite, je vais ajouter un titre, donc cuisine. Donc, je lui dis, ajoute-moi un titre, cuisine, rénovation électrique d'une maison, pardon, excusez-moi. Ensuite, j'ajoute une catégorie qui s'appelle donc cuisine. Et ensuite, je vais ajouter des articles. Donc là, j'ai deux possibilités. La première, je vais dicter une quantité et je vais dicter des mots-clés des articles qui sont présents dans la base de données. Donc là, je vais lui dire 2 disjoncteurs 20 ampères Legrand. Et donc, vous voyez, il me trouve tous mes disjoncteurs Legrand avec les ampérages différents. Et donc, il me prouve la quantité 2. Ensuite, je vais lui stipuler que je veux donc toujours 2 disjoncteurs 20 ampères Legrand, mais je veux changer le prix. Je veux qu'il soit à 50 €. Vous voyez, je stipule à 50 € et là, il a modifié le prix de base à 50 €. Et donc par la suite, je vais donc ajouter d'autres articles, donc par exemple un interrupteur Cédiane Legrand blanc, donc il me trouve tous mes interrupteurs Legrand Cédiane et il filtre par la couleur blanche. Et je vais finir par 2 prises de courant OTO Legrand blanc. Donc ça, c'était la première méthode. Et donc la deuxième méthode, je vais créer mon article de toutes pièces. Donc je vais commencer par dicter point lumineux commandé par va-et-vient Céliane Legrand blanc. Donc ça, c'est ma partie désignation. Donc c'est tout en haut de l'écran. Voilà, je clique dessus et je l'ajoute. Et ensuite, je vais donc dicter des quantités, des unités, une TVA et un prix unitaire. Donc je vais lui dire 5 unités à 200 €, TVA à 20%. Et donc là, tous les champs de mon devis sont automatiquement remplis. Donc tu peux passer à la slide suivante. Donc on arrive au rendu final. C'est pas cette slide là, c'est la suivante. Voilà. Donc là, on arrive au rendu final. Donc on voit l'application sur la gauche avec laquelle j'ai fait le devis. Au milieu, vous avez donc le devis de l'artisan avec son logo en haut à gauche, toutes les mentions légales. Vous retrouvez l'adresse de l'entrepreneur en haut à gauche, donc Florian Geffroy, je suis dans la peau de l'entrepreneur. En haut à droite, je vais retrouver Elliot Alderson, donc mon client. Donc il a bien compris que je voulais créer un devis pour Elliot Alderson. Ensuite, il a bien compris que je voulais créer un titre qui s'appelle Rénovation électrique d'une maison. Il a également compris que je voulais ajouter une catégorie cuisine, parce que c'est par cette pièce-là que je vais commencer par faire les travaux. Et ensuite, vous retrouvez donc dans le tableau désignation donc tous les articles que j'ai dictés. Donc les 3 premiers articles, j'avais dicté quelques mots-clés. Inutile de dicter l'article dans son intégralité. J'avais donné une quantité et pour le dernier article, je l'ai créé de toutes pièces. Donc j'avais bien dit point lumineux commandé par va-et-vient Céliane Legrand blanc. J'avais dit 5 unités à 200 €. Et donc je peux envoyer le devis par PDF à mon client. Slide suivante. Donc en termes de fonctionnalité, je vais faire assez court. Donc on a une version web où on peut paramétrer le compte, donc ajouter jusqu'à 3 logos, un tableau de bord qui nous permet de gérer l'avancement des devis et des factures, une base d'articles où on peut importer sa propre base de chiffrage et créer ses propres articles. On peut également donc créer des devis, des factures d'acompte, des compléments de factures, des avoirs, et on peut également importer des contacts et créer ses propres contacts. Slide suivante. Donc en ce qui concerne les avantages, donc on a fait une petite étude sur 50 utilisateurs. Le gain de temps, c'est de une demi-journée à 2 jours par mois pour des entrepreneurs qui réalisent environ 5 à 10 devis par mois. Et donc le deuxième gros avantage, c'est, je dirais, la rédaction vocale en mobilité, parce que les entrepreneurs peuvent réaliser leur devis sur le chantier dans la voiture, c'est-à-dire dès qu'ils quittent le chantier, ils montent dans la voiture, ils prennent leurs notes et là ils commencent à rédiger le devis, ou également à la maison tranquillement dans le canapé. Slide suivante. Donc en ce qui concerne l'abonnement, on a une version gratuite qui est limitée à 3 devis, 3 factures par mois. Ensuite, toutes les autres fonctionnalités sont en illimité. Et on a une offre qui est payante, donc 14 € hors taxe par mois avec un engagement annuel et 19 € hors taxe par mois sans engagement. Slide suivante. Donc comme on cherche toujours à innover, donc c'est la dernière slide que je vous présente. Nous sommes en train de développer... Ah non, il ne fallait pas cliquer.
Non, c'est pas très grave. Donc je disais, ouais, comme on est en train de toujours innover chez EasyMade, on est en train de développer une nouvelle fonctionnalité pour faciliter la commande des matériaux pour les artisans. Donc le principe est simple, hein, l'utilisateur dicte la désignation d'un produit et l'assistant vocal vient lui poser des questions complémentaires pour identifier le produit correspondant à sa demande. Donc sur la vidéo, et là tu peux peut-être recliquer sur la vidéo. Donc on imagine qu'on a une liste d'articles avec des parfums et des disjoncteurs. Et donc en fait, je dicte disjoncteur Legrand, mais j'oublie de préciser l'ampérage. Tu peux relancer la vidéo, je crois que ça s'est arrêté. Voilà. Et donc là, non, tu es à la fin de la vidéo là. Si tu peux remettre au début, ça doit être à 10, même pas 3-4 secondes. Voilà, c'est parfait. Donc là, je vais dicter donc disjoncteur, mais je précise pas l'ampérage. Et là, on voit en haut que l'algorithme me précise veuillez donner le bon ampérage. Je fais la même chose pour les parfums. Donc par exemple, je vais dire flacon parfum à 100 millilitres. Et je vais pas dicter la marque. Et donc en fait, l'algorithme va détecter que je dois, vous voyez, quelle marque, je dois spécifier la marque. Donc l'avantage de ça, c'est que on arrive par la voix, si je puis dire, à identifier à l'aide de quelques scénarios de questions-réponses le bon produit correspondant dans la base d'articles. Donc voilà, j'en ai terminé de mon côté. Merci beaucoup Florian et désolé pour les petits décalages de slides. Alors on va laisser la place aux questions, mais moi j'en avais une sur le son que tu captes forcément par des smartphones généralement ou par l'équipement que va avoir du coup l'entrepreneur sur son chantier. Comment on gère peut-être par rapport à la qualité du micro, voilà, qu'est-ce que ça donne derrière, vu que c'est quand même la voix et la qualité du son, on sait qu'il peut y avoir du bruit autour. Comment tu sécurises ça du coup pour que ce soit vraiment efficace? Oui, bon alors il y a une limite, bien évidemment. Si tu me dis je suis sur un chantier et je suis en train de faire mon devis à côté d'un collègue qui est en train de faire du marteau-piqueur, bon là autant te dire que ça va pas fonctionner. En revanche, les micros qui sont embarqués dans les smartphones aujourd'hui sont relativement de très bonne qualité. Donc pas vraiment de doute là-dessus. Ce qui est vraiment embêtant, si je puis dire, c'est plutôt le bruit environnant. Mais encore une fois, je pense que l'entrepreneur se mettra dans un endroit calme pour réaliser son devis. Je vais peut-être activer ma caméra pour le. Merci. Alors, on a explosé Tammy et je m'en excuse, mais voilà, s'il y a quelques questions, on peut quand même passer un petit peu de temps pour ceux qui auraient des précisions et des questions techniques à poser. N'hésitez pas. Donc en fait, votre solution, elle est directement reliée à Internet pour tous les matériels ou c'est une base de données que vous avez en propre, comme là, si vous parlez de disjoncteurs, c'est directement relié à Internet, donc on a tous les derniers matériels, équipements du marché ou c'est une base de données déjà préinscrite dedans? Alors, pour le moment, c'est uniquement la base de données de l'entrepreneur. Et dans un second temps, on va être connecté à des fournisseurs de matériaux, dont par exemple Sonepar qui va être le premier, où on sera directement en cheville avec Sonepar et on permettra aux électriciens de pouvoir directement accéder à leur catalogue produit avec leur propre tarification. D'accord, merci. Je vous en prie. Moi, Après, j'aurais on est une... tout à fait. Oui, allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. je vous entends. Voilà, moi j'aurais une question au niveau par rapport, est-ce que vos ouvrages prennent en compte le temps de main-d'œuvre pour pouvoir faire après les tableaux de rentabilité par chantier? Alors, pour le moment, non, mais on a cet objectif avec Sonepar de développer une base d'ouvrages. Alors après, j'ai parlé de base de chiffrage, je ne sais pas si c'est forcément le bon terme, peut-être pour les puristes, peut-être base d'articles, mais en tout cas, nous sommes en train de travailler sur une base d'ouvrage avec des temps de main-d'œuvre, des temps de pause, etc. Donc ça sera vraiment très précis. Vous aurez non seulement le coefficient de main-d'œuvre, vous aurez les coefficients sur les matériaux, etc. Donc, on est bien d'accord qu'à l'instant T, votre prestation, ce sont des ouvrages qui sont forcés. C'est Ce sont des ouvrages qui sont créés par l'entrepreneur. Oui, qui sont créés. simple, Donc hein. là, lui, il calcule son temps exactement, il calcule son temps de pause, c'est lui qui fait ça tout seul, de son côté. D'accord, merci. Je vous en prie.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Du coup, il est 18h15 presque maintenant. Enfin, oui, c'est ça. Voilà, n'hésitez pas, une dernière question avant qu'on coupe. Sinon, on va diffuser de toute façon à tous les intervenants et les participants le webinaire où il y a les contacts aussi. Il y a également notre contact si vous avez des questions supplémentaires, voilà, ou des envies d'expérimenter des choses. Je sais que Viviana, on expérimente sans dire plus que ça, mais expérimente aujourd'hui des choses sur la gestion des déchets du bâtiment. Et puis après, Michel et Florian, peut-être que voilà, Florian, sur des choses que tu développes aussi, peut-être que voilà, si tu recherches des expérimentations, n'hésite pas. Mais du coup, voilà, on va de toute façon apporter les coordonnées de tout le monde là dans les diaporamas et la vidéo qui sera diffusée. Voilà, je vous laisse peut-être une dernière question et en attendant, voilà, si vous avez une dernière question à poser, mais en attendant, je vous annonce d'ores et déjà le prochain retour de chantier numéro 4, donc qui aura lieu le 28 avril à 17h. Donc, on vous enverra les informations aussi en amont pour le lien et pour vous parler un peu plus en détail des interventions qu'il y aura ce jour-là. Mais vous pouvez déjà bloquer la date, donc 28 avril à 17h. Une dernière petite question avant de conclure, s'il y en a une. Une fois, deux fois, trois fois. Allez, du coup, je vais remercier tout le monde, tous les intervenants, tous ceux qui ont pris du temps effectivement à préparer ce petit webinaire, même s'il y a eu quelques petits couacs. Voilà, on a été agile, on a réussi à avoir les présentations de tout le monde. Merci en tout cas. Là aussi, on a vu qu'il y avait du concret, il y avait de l'existant et des choses aussi à venir. Et c'est ça qui est intéressant, de se projeter dans toutes les autres améliorations qui vont arriver dans les mois à venir sur ces solutions-là. Donc voilà, merci encore. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.